Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La Tour aujourd'hui, c'est le titre que j'ai donné à cette petite conférence, et il s'agit en une heure non pas d'épuiser un sujet qui est énorme, complexe par ailleurs, mais de vous aider à aimer peut-être mieux Georges de La Tour, que j'imagine vous aimez déjà quelque peu. Aujourd'hui, Georges de La Tour a 100 ans. Il faut toujours rappeler qu'avant l'article d'Hermann Voss de 1915 qui redonnait sa vie au peintre en mettant en rapport 4 œuvres et les textes d'archives, 1915, le peintre n'existait pas. Aucun musée, aucun livre ne mentionnait même son nom. C'est en 1922, précisément un siècle, que paraît le premier article consacré à La Tour par un Français, Louis Demont, conservateur du Louvre, déjà, qui fait connaître dans notre pays la découverte d'Hermann Voss, qui était resté quelque peu inconnu à cause de la guerre, bien sûr. Nous ne pouvons retracer ce soir les étapes de la redécouverte d'un des plus grands peintres français et d'un des rares peintres anciens largement aimés chez nous. Nous ne pouvons pas non plus rester dans les généralités. Nous nous fixerons donc quelques objectifs en nous plaçant dans l'actualité et en posant 4 ou 5 questions sur ce Lorrain, né à Vic-sur-Seille en 1593 et mort à Lunéville en 1652. Il n'avait pas 60 ans. Les questions, peu ou prou, ce seront les suivantes. Quels sont les grands apports récents concernant sa biographie? Qu'y a-t-il de nouveau, en particulier concernant la formation de La Tour et ses tout débuts? Et si je peux dire en pendant, qu'a-t-on appris concernant ses œuvres ultimes, la fin de sa vie? Si l'on s'intéresse au mode de création du peintre, quels sont non pas les procédés de création, mais nous nous demanderons de ce que veut dire chez La Tour le rôle des répétitions, des copies et des séries, ce qui est une marque assez particulière à cet artiste. On pourra s'interroger enfin sur la façon dont les contemporains regardaient ses œuvres. C'est un aspect tout à fait particulier et difficile. On connaît mieux aujourd'hui la biographie de La Tour. Je vous montre une belle image pour que vous ne restiez pas devant un écran vide. On connaît mieux aujourd'hui la biographie de La Tour. Plusieurs documents de 1638-1640 qu'a fait connaître le professeur Michel Antoine attestent un ou plusieurs séjours de La Tour à Paris, où il semble bénéficier d'un logement dans la Grande Galerie du Louvre. La découverte de ces documents a évidemment été une sorte de choc, puisqu'on pensait qu'à partir d'un certain moment, La Tour était toujours restée en Lorraine. En fait, les liens avec Paris ont été certainement nombreux, fréquents, et on sait maintenant de plus en plus, de mieux en mieux, que les grands collectionneurs parisiens, Richelieu, Séguier, Bullion, possédaient dans leur collection des tableaux de Georges de La Tour. Donc le mythe de l'artiste lorrain isolé, travaillant pour quelques couvents ou quelques nobles lorrains, tout cela n'a plus lieu d'être. C'est un aspect tout à fait important.
Si l'on ne connaît pas son visage, aucun portrait de Georges de La Tour, le représentant, on connaît mieux ce qu'on pourrait appeler son caractère. On a découvert en effet certaines lettres autographes, en particulier celle-ci, découverte par Paulette Chaunet en 1997, qui est une lettre dont le contenu n'est pas passionnant, qui traite d'affaires financières, mais en février 1636, elle nous indique que La Tour est est un homme, si je peux dire, équilibré, si le mot veut dire quelque chose, qui pratique une belle langue, simple et châtiée, traduite par une écriture tout à fait élégante, ce qui paraît démentir ces aspects que l'on prête à Georges de La Tour, colérique, brutal, qui donne des coups de bâton aux fonctionnaires des impôts qui vient chez lui, qui n'hésite pas à rosser les paysans qui viennent sur ses terres. Donc il y a une image très d'un La Tour très brutale qu'une lettre comme celle-ci dément tout à fait. Vous voyez la formule finale, je me donnerai le bonheur de vous bientôt voir. C'est quand même une formule tout à fait jolie et qui dénote plutôt l'homme bien élevé. Donc cette lettre nous donne, à défaut, un petit portrait de Georges de La Tour. Deux moments de la carrière de La Tour ont fait l'objet, depuis 10 ou 20 ans, de recherches et de trouvailles qui ont un petit peu fait bouger les lignes, disons fait trembler les lignes, si je peux employer cette approximation. Le moment des tout débuts, le début de la carrière, c'est capital, lié à la question de la formation. Nous allons nous attarder un petit peu sur ce point. Et le moment des dernières années. On sait que La Tour, donc, né en 1593 à Vic-sur-Seille, n'est pas documenté ensuite en Lorraine avant l'âge de 23 ans. 23 ans au XVIIe siècle, et encore aujourd'hui, c'est le moment où un peintre est formé. Donc, il a 23 ans, il semble être de retour dans sa ville natale. Il est parrain d'une petite fille à ce moment. Beaucoup de ces documents sont des documents des registres des églises, bien sûr. Et l'an suivant, 1617, il se marie. Donc tout semble indiquer le retour de voyage, peut-être d'une période de formation, et l'établissement dans sa ville natale. Le contrat de mariage le qualifie de maître Georges de La Tour, peintre. A-t-il voyagé après une première formation reçue sur place? On a retrouvé, c'est quelque chose qui reste tout à fait mystérieux et les historiens ne sont pas d'accord sur l'intérêt de ce document, on a retrouvé la mention d'un Georges La Tour à Paris en décembre 1603 dans un document. Ça veut dire un La Tour de 20 ans. Est-ce que ça signifie un voyage à Paris? Est-ce que ça signifierait une formation même dans la capitale du royaume? À vrai dire, on ne sait pas du tout. Le patronyme La Tour est en fait assez répandu et tout cela n'est qu'une hypothèse. Par ailleurs, c'est un moment, les premières années du XVIIe siècle, où la peinture parisienne est très mal connue et où il nous reste très peu d'œuvres. C'est un moment un petit peu de vide que nous connaissons mal, enfin que certains sont en train maintenant d'essayer de travailler, d'étudier. L'hypothèse d'un voyage de La Tour en Italie et d'un séjour à Rome ou dans une autre ville reste très débattue. La plupart des artistes lorrains ont fait le voyage d'Italie, bien sûr, Callot, enfin tout le monde. Ils sont tous allés en Italie. Mais aucun document d'archives, aucun tableau ne
ne mentionne, ne prouve la présence de la tour en Italie. D'une façon générale, on sait que les historiens d'art italiens et français, sommairement, pensent que la tour est allée en Italie, alors que les historiens anglais et américains, enfin, je pense à Benedict Nicholson, à Anthony Blunt, pensaient, ou pensent même encore, qu'il n'y est pas allé, que des tableaux, des gravures d'artistes du Nord suffiraient à prouver que la tour a pu se former en Lorraine ou par des voyages dans le Nord et sans aller en Italie. C'est quelque chose que j'aime moi-même, cette attitude, enfin cette prise de position que j'ai longtemps gardée, donc en étant tout à fait en contredisant ce que je n'ose appeler mes maîtres, mais un petit peu, Jacques Tuillier, Pierre Rosenberg, qui ont toujours été de façon mordicus pensé que la tour était allée en Italie et que son art ne pouvait s'expliquer que par la fréquentation d'œuvres de Caravage et de ses émules directes en Italie. Et puis, un tableau est arrivé, si je peux parler de cette façon. Un nouveau tableau. Vous savez que l'histoire de la peinture, et surtout pour quelqu'un comme Georges de la Tour, qui reste si mystérieux, quelqu'un, je vous ai dit, qu'on n'étudie que depuis un siècle, quelqu'un dont la grande majorité de l'œuvre a sombré à jamais, il faut donc chercher, bien sûr, chercher des documents d'archives, chercher des tableaux, et quelquefois, un tableau arrive tout seul, si je peux dire. Donc ce Diogène, c'est un tableau qui est dans une collection privée, tableau autour duquel j'avais tourné, si je peux employer cette expression, il y a bien longtemps, quand j'étais pensionnaire à la Villa Médicis, donc ça remonte à quelque temps, à partir d'une mauvaise photo ancienne, et certains avaient déjà pensé que ça avait un petit côté Georges de la Tour, et j'étais de cet avis. Depuis, un oubli complet, et le tableau a réapparu. Donc, c'est un tableau montrant Diogène, donc le philosophe, avec un amoncellement de grimoires, de vieux livres, habillé de façon tout à fait dépenaillée, tout à fait hirsute, avec cette très étrange grosse colonne à droite dont on ne voit que la base, avec une perspective tout à fait incertaine, tout à fait fausse, et la petite lanterne, vous la voyez, qui est posée sur le devant, sur la table. Il m'a semblé, et il me semble, que ces formes durement sculptées par une lumière latérale, cette lumière froide, cette touche épaisse qui fouille chaque détail, et surtout peut-être ce sentiment de grandeur un petit peu tragique, ce personnage qui semble presque hostile, tout cela appelle la comparaison avec les premiers tableaux de la tour et nous semble désigner sa main. C'est un tableau donc qui daterait des années 1612, avant qu'il ne revienne en Lorraine. C'est un tableau qu'il me paraît très intéressant de comparer, et ça nous montre peut-être qui Latour à Rome, puisqu'un tel tableau a manifestement été peint à Rome, qui il a pu fréquenter. Il y a des rapports très proches avec un peintre bien connu qui est Giuseppe de Ribera, artiste espagnol, qui passe d'abord toute une partie de sa carrière à Rome avant de se rendre à Naples, où il fait toute sa carrière en 1616. Donc cette période romaine de Ribera a été brillamment reconstituée par un historien d'art italien qui s'appelle Gianni Papi, et on a regroupé plusieurs dizaines d'œuvres, beaucoup de celles que l'on baptisait
précédemment du nom du maître du jugement de Salomon, que l'on estimait peut-être français. Les rapports sont assez intéressants. Par exemple, ici, vous voyez, je pourrais vous montrer, il y a des dizaines de tableaux comparables, très souvent des philosophes ou des prophètes tenant des livres, comme ici. Donc, un prophète qui est à la Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, donc pas bien loin de chez nous, où il y a dans cette sorte de grandeur un petit peu statuaire, avec cet éclairage froid sur le côté, et y compris cette expression un petit peu hostile du personnage, quelque chose qui me semble assez analogue avec Georges de La Tour, avec en tout cas, pardon, le Diogène que je vous montrais. Il faut par ailleurs, croyons-nous, revoir peut-être, à la lumière de cette première formation, donc d'une fréquentation en fait des deux artistes. Ribera est né en 1591, donc il est de très peu l'aîné de Georges de La Tour. Parler d'un La Tour élève de Ribera est évidemment tout à fait hypothétique, mais nous sommes, me semble-t-il, dans le même milieu, et le Diogène peut parfaitement s'expliquer de cette façon. Ce qui nous permet de voir peut-être d'une certaine façon, de regarder différemment certains des tableaux de La Tour de la série du musée d'Albi, cette série célèbre des apôtres, deux originaux et une série de copies, enfin, un document extraordinaire sur les débuts de Georges de La Tour. On pense en général que ce sont les premiers tableaux de La Tour conservés, en dehors de cette question du Diogène. Et il y a dans certains tableaux, donc ici un de ces tableaux de Ribera peint avant 1616, donc peint à Rome avant le départ, c'est une allégorie du toucher, tableau qui fait partie d'une série des cinq sens, tableau qui est à Pasadena, au musée Norton Simon en Californie. Et il y a, me semble-t-il, dans la façon de traiter les volumes, dans l'ampleur des formes, avec cette vue sur le côté, une analogie avec ici donc un des apôtres d'Albi, le Saint Matthias. C'est une copie, c'est un des tableaux copiés, mais une belle copie. Et dans cette simplification d'ensemble, dans ce mouvement tournant, même les couleurs, il y a, me semble-t-il, une parenté. La série d'Albi est évidemment, voici donc les deux tableaux côte à côte, et je pense que dans le traitement des espaces, il y a pas forcément un rapport avec ce Ribera précis, mais une analogie. Les autres tableaux de la série d'Albi, admirables tableaux, donc le Saint-Jacques le Mineur, ici par exemple, sont beaucoup plus, j'ose pas dire raide, mais enfin une attitude fixe, quelque chose de beaucoup moins mouvementé et très différent. Cette série d'Albi, il semble que les œuvres peuvent apparaître comme autant d'expériences, si l'on peut dire. Ici, un tableau redécouvert assez récemment, c'est un original, la copie est au musée d'Albi, qui est dans une collection américaine, donc un Saint-Jacques le Majeur. Vous voyez, là, donc, une mise en place beaucoup plus simple, avec à chaque fois l'éclairage latéral qui arrive sur le côté. Cette assurance toute nouvelle, pour ce qui me concerne, d'une formation de La Tour Outremont doit se conjuguer avec d'autres apports. Il est certain que les tableaux et les gravures des Pays-Bas du XVIe siècle et des débuts du XVIIe siècle ont beaucoup compté pour Georges de La Tour, d'une façon qui contredit un petit peu cette première formation à laquelle je crois maintenant à Rome de l'artiste. Et nous avons
des œuvres comme celle-ci, je pourrais vous en montrer beaucoup. Nous sommes au milieu du XVIe siècle, Marinus van Romersveld, un tableau de la Pinakothek de Munich, représentant des collecteurs d'impôts, avec un goût de l'accumulation des objets, d'une scène très compliquée vue par en haut, au-dessus, on surplombe la table, une dispersion des effets lumineux, des morceaux naturalistes, bien sûr, et cela apparaît dans ce tableau, alors très différent, on ne peut pas trouver plus différent, c'est extraordinaire parce que nous sommes là aussi manifestement au début de la carrière de Latour, enfin en tout cas dans les premiers tableaux. Cette scène d'usurier, enfin un tableau qu'on appelle l'argent versé faute de mieux, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il représente, c'est ce tableau du musée de Lviv en Ukraine, qui était réapparu au moment de la grande exposition Latour de l'Orangerie en 1972. Tableau auquel beaucoup de gens n'avaient pas cru, tellement ça apparaissait différent de tout ce que l'on connaissait de Georges de Latour, jusqu'à ce que, quelques années après, on découvre la signature. Donc là, ça devenait un Latour incontestable, avec le grave ennui d'une date illisible. Le tableau est daté et malheureusement, les deux derniers chiffres, c'est toujours comme ça quand une signature d'un tableau ancien refuse de se laisser lire, sont toujours les deux derniers chiffres, les plus importants bien sûr, qu'on ne peut pas lire. Donc c'est un tableau daté dont on ne connaît pas la date, et on y trouve un petit peu les éléments que je vous faisais remarquer dans le tableau de Marinus van Romersveld, cette table vue par en haut, ces figures, alors cette fois tableau à la chandelle, et c'est ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce tableau, puisque en 1972, ce tableau démentait tout ce que l'on croyait solide dans la carrière de Latour, auteur jeune de tableaux diurnes et auteur dans sa maturité de nocturne. Là, on a manifestement un tableau nocturne. Donc une œuvre admirable qui a été restaurée récemment, qui a retrouvé des tonalités roses, saumon, gris, tout à fait magnifique, un tableau en excellent état de conservation. Et on ne sait pas très bien qu'en faire. Moi, j'en arrive à penser qu'il pourrait s'agir d'une œuvre, non pas d'une des premières œuvres de Georges de Latour, mais non pas d'un pastiche, mais d'une démarcation très voulue, peut-être à la suite d'une commande de tableaux flamands du XVIe siècle, comme celui que je vous montrais. C'est un tableau d'ailleurs dont la lecture reste difficile, mais au début, on l'a mal compris. On a toujours cru qu'il s'agissait du vieil homme, enfin le magé barbu qui est à droite, qui venait piteusement payer une taxe ou des impôts et qui sortait les pièces de sa bourse devant le grand registre qui est posé sur la table, entouré de fonctionnaires un petit peu patibulaires, enfin qui essayaient vraiment d'obtenir l'argent. En fait, ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est le contraire. Le registre, parce qu'on a pu lire sur le registre, non pas les lettres, mais l'emplacement des colonnes de lettres et de chiffres, ce qui montre que c'est le personnage âgé de droite qui peut lire sur le registre. Autrement dit, c'est lui qui est le percepteur, c'est lui à qui les autres personnages viennent payer des taxes. Vous me direz que c'est peut-être pas très important, mais ce personnage que l'on trouvait piteux, misérable, obligé de payer son argent, eh bien non, c'est lui qui est en train de se faire payer. Tableau tout à fait admirable qui reste assez mystérieux, il faut bien le dire. De la même façon, nous avons dit deux mots des débuts de Georges de Latour, mais voyez, avec des informations nouvelles, un petit peu contradictoires, mais qui montrent à quel point cette première formation absolument capitale, elle est importante.
Nous avons aussi trouvé beaucoup de... Enfin, nous, c'est pas un nous de majestueux. De nombreux tableaux, enfin plusieurs tableaux, ont été trouvés pour ce qui concerne la fin de la carrière de Georges de La Tour. On sait que grâce à l'heureuse idée que le gouverneur Laferté, qui était le gouverneur de Lorraine pour le roi de France, de se faire offrir chaque année pour ses étrennes un tableau de Georges de La Tour, et on a encore les documents d'archives qui donnent les sujets de ces tableaux. Donc, à partir de ces pièces d'archives, et en comparant évidemment avec certains des tableaux conservés, on a quelques idées des 5 dernières années de la carrière de La Tour. Et on peut, par exemple, puisqu'en 1650, pour les étrennes 1650, Laferté reçoit un reniement de Saint-Pierre. Le tableau du musée de Nantes est daté 1650. Donc on peut faire le rapport. Et c'est vrai pour d'autres tableaux. Ce n'est d'ailleurs pas si simple, parce que le tableau de Nantes, il est très possible, c'était l'avis de Jacques Thuillier, que ce ne soit pas le tableau de Laferté. Enfin, nous en reparlerons de ce tableau de Nantes. Donc voilà, exemple d'un de ces tableaux, sûrement de Georges de La Tour, même s'il y a une part d'atelier. C'est un tableau qui comporte des faiblesses, mais nous avons en tout cas un tableau, La Tour et Atelier, daté 1650 et qui date des toutes dernières années de la fin de la carrière. Nous avons d'autres tableaux, alors redécouvert ceux-là assez récemment, un tableau d'un musée anglais, le musée de Stockton-on-Tees, si je ne me trompe pas, oui, en Grande-Bretagne. Ce tableau représentant des joueurs de dés, qui a été publié par Benedict Nicholson et Christopher Wright. Et on y a toujours vu justement une œuvre de la toute fin de Georges de La Tour, à cause de la simplification des volumes et de l'éclairage. Je pense, moi, qu'il s'agit d'un tableau un petit peu plus tôt, en fait, plutôt d'un tableau autour de 1640. Enfin bon, tout ça est un peu discutable, dans la mesure où les figures sont quand même assez courtes. Et on a un détail comme le jeune homme avec la perle à l'oreille tout à fait à droite, avec un modelé très rond, très charnu, qui semble plutôt se rapporter aux œuvres autour de 1640. Tout ça est discutable, mais en tout cas, nous n'avons pas ici un tableau qui soit sûrement des dernières années de La Tour, et puis d'autres tableaux qui tous gênent un tout petit peu. Ici, nous avons par exemple un tableau qui est signé La Tour, bon, sans prénom, et qui porte au dos de la toile originale une date, 1646, donc c'est quand même très précieux. Tableau qui est au musée Fuji à Tokyo. Il y a plusieurs versions des copies de cette composition qui montrent qu'elle a été célèbre. C'est ce qu'à la fin de la vie de La Tour, les gens voulaient avoir, ce genre de sujet. Vous voyez, des souffleurs. C'était un type de tableau très populaire et il y en a beaucoup de versions, certaines très médiocres. Ici, il est presque certain que Georges de La Tour est intervenu, mais il y a une raideur, quelque chose d'un tout petit peu, non pas sec, mais enfin qui manque d'une belle invention de pinceau. Peut-être la collaboration d'Étienne de La Tour. Alors on pourrait faire une conférence et 10 conférences et un colloque sur ce problème Étienne de La Tour, le fils, dont on sait qu'il collabore avec son père et qu'il lui survit et qu'il continue à peindre, bien sûr, dans le même style. Donc le tableau de Tokyo est un tableau qui gêne un tout petit peu, comme d'autres tableaux. Ici, contrairement au précédent, La Tour n'a pas dû en peindre beaucoup. Peut-être a-t-il conçu le tableau. L'image est très belle. C'est un Saint-Jérôme réapparu il n'y a pas si longtemps, qui a été acheté par le musée Lorrain de Nancy, pas comme à Georges de La Tour, et c'était une belle acquisition. Mais il y a, lorsqu'on regarde bien le tableau, une certaine mollesse, quelque chose de très décevant.
et qui oblige à penser soit à une démarcation par l'atelier d'un original de Georges de la Tour disparu, soit par une création, soit à une création d'Étienne, dont on ne sait pas grand-chose. Attendez, je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Dernier tableau dans ses œuvres de la toute fin de la carrière et qui se révèle décevant. Un autre tableau trouvé en Angleterre, il est au musée de Leicester. Un jeune chanteur, les Anglais l'appellent le cowboy. Tableau d'une belle invention lumineuse, bien sûr, qui fait penser à des peintres nordiques comme Adam de Koster. On pense un petit peu à Honthorst, évidemment. Par ailleurs, l'exécution est très, très molle, le coloris un petit peu jaunâtre. Là encore, tableau d'atelier, peut-être une œuvre d'Étienne. Ce qui est compliqué, c'est que les différents tableaux que je vous montre, qui sont des Latour, disons, insatisfaisants, ne sont pas tous du même style. Enfin, il semble qu'il y ait plusieurs mains. Et comment y voir clair on ne sait pas. Par ailleurs, l'état de conservation d'un tableau à l'autre est évidemment très différent. Il faut bien dire que nous ne savons pas trop. Après la mort de son père en janvier 1652, Étienne continue de peindre plusieurs années. On sait par ailleurs que Latour a eu des élèves qui restent longtemps dans l'atelier, qui étaient parfaitement capables d'imiter le style du patron et soit de copier ses œuvres, soit d'en créer eux-mêmes d'analogues. Tout cela est donc très, très difficile. Heureusement, il nous reste 2 tableaux, finalement totalement admirables, des merveilles absolues qui sont parmi les grandes, on n'ose même pas dire réussites, parmi les grandes œuvres de la peinture française du XVIIe. Donc ce grand Saint-Sébastien en hauteur, puisque nous verrons un Saint-Sébastien qui est lui le Saint-Sébastien en largeur, c'est presque certainement là un des tableaux peints pour La Ferté, donc les étrennes de 49, enfin fin 49. C'est un tableau, vous le savez, dont longtemps on a discuté de l'autographie, enfin pour ce qui est d'une autre version, un tableau qui était longtemps très célèbre au musée de Berlin, a été considéré, qui était important pour les moments de la redécouverte de Georges de la Tour, était considéré comme un original jusqu'à ce que l'on retrouve dans une église normande une autre version, et la comparaison des 2 tableaux a prouvé que le tableau entré depuis au Louvre, celui que je vous montre, était bien l'original à cause de la qualité, à cause de la très grande émotion qui se dégage du tableau, bien sûr, et pour la preuve, enfin on n'aime pas ce mot quand on parle de la qualité d'un tableau ancien, mais le voile bleu qui apparaît au centre du tableau, à l'arrière-plan, est resté bleu, c'est-à-dire qu'il est peint avec du lapis lazuli, donc un pigment très, très onéreux et qui se conserve très bien dans le temps, alors que le même voile sur la version de Berlin a noirci. Il est devenu un voile totalement noir, ce qui occasionne d'ailleurs une image absolument admirable, puisqu'on a un voile noir avec simplement le bout du nez de la femme qui dépasse. Et le temps lui-même crée une image que Latour n'a pas voulu, mais qui est extrêmement belle. Voilà donc ce magnifique tableau qui, heureusement, a pu entrer au Louvre. Et l'autre tableau, tout à fait bouleversant, tableau dont on doit la redécouverte à Pierre Rosenberg, qui a été et qui continue d'être un des grands historiens de Georges de la Tour et qui a redécouvert d'importants et admirables tableaux. Et ce tableau est alors je vais vous dire un absolu chef-d'œuvre, pardon, ce sont des expressions trop vagues, mais c'est un tableau, un Saint-Jean-Baptiste dans le désert, qui a été
finalement acheté par le musée, un nouveau musée Georges de la Tour, créé à Vic-sur-Seille, donc pour que ce tableau reste absolument en France. Et c'est un tableau, vous voyez, j'en bafouille, totalement unique, c'est-à-dire c'est un Georges de la Tour sans couleur, il n'y a même pas une draperie rouge, c'est un nocturne, mais il n'y a pas de chandelle, et c'est un tableau d'une émotion totale, c'est le silence, c'est un tableau d'une charge religieuse pour les croyants évidemment très forte, un adolescent est en train de donner des herbes à manger, un vague agneau, si je peux dire, et ce tableau avec la lumière qui est posée sur l'épaule, simplement, c'est un tableau tout à fait bouleversant, et celui-ci, il est bien peint par Georges de la Tour. Mais voyez à quel point, comme niveau de qualité et de grandeur, nous sommes loin des tableaux nocturnes que je vous montrais précédemment. Je vous ai promis un mot sur le rôle des séries. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Le mot série est évidemment à prendre avec précaution. Jacques Tullier a largement insisté sur ce point, notamment dans sa monographie de 1992. Au fur et à mesure de la redécouverte de la tour, on s'est aperçu que beaucoup les tableaux que l'on redécouvrait existaient déjà avec très peu de variantes, l'autographie des deux étant incontestable et des questions se posant évidemment de savoir quelle était la première en date des versions. Cette pratique de la reprise des sujets bien sûr, mais aussi de la façon de les traiter, avec parfois l'emploi de poncifs, c'est-à-dire de calques, autrement dit de reports, qui permettent de faire une seconde composition, et avec, c'est ça qui est intéressant, des distances dans le temps, quelquefois, manifestement, nous allons voir des exemples, assez longues d'un tableau à l'autre. Donc, souci de reprendre, de varier, d'améliorer un tableau réalisé, probablement plutôt qu'une paresse ou un défaut d'invention du peintre. Cette façon de reprendre une œuvre en introduisant des variantes, là encore on pourrait en parler longtemps, elle est courante chez les plus grands peintres, ne citons que Watteau ou Chardin. Elle procède chez Delacroix par rebondissement, chez Ingres c'est la maturation d'un thème plastique qui peut courir dans toute l'œuvre. Je ne parlerai pas des joueurs de cartes de Cézanne, pensons à Claude Monet qui volontairement livrait sa production par série quand il exposait ses tableaux, et c'est bien sûr un des ressorts de la création du XXe siècle et de celle de notre temps, dans ce travail des peintres par série. Chez Georges de la Tour, cet aspect peut prendre différentes formes. Traitement d'un thème, ou plus précisément d'un thème avec des éléments communs dans la mise en page, les attitudes des figures. Par exemple, dans le thème des vielleurs, c'est un thème que la Tour a traité pendant 15-20 ans. Enfin, il l'a traité très tôt dans sa carrière. Vous voyez ici à gauche le grand vielleur, énorme tableau magnifique du musée de Bergue, un tableau très précoce. Le chef-d'œuvre illustre du musée de Nantes, un tableau qui avait été donné à Murillo, à Zurbaran, enfin, qui avait toutes les attributions du monde avant qu'on y reconnaisse un Georges de la Tour. Le tableau très semblable, mais probablement beaucoup plus tardif, un petit peu plus médiocre, enfin un tableau avec une part d'atelier du musée de Remiremont, qui montre alors une reprise propre, et c'est un tableau certainement tardif puisqu'il est peint sur une préparation de couleurs chaudes
que Latour n'emploie qu'au milieu ou à la fin de sa carrière. Ça veut dire que les vielleurs, Georges de Latour était célèbre pour ses vielleurs. Ici, nous en voyons quelques-uns. Il est très possible qu'il en ait peint 15, qu'il en ait peint 30. Tout ça, on ne le sait pas. Il y a manifestement un gros succès pour ce type de tableau. Le dernier, celui de droite, est le dernier découvert, tableau qui est au musée du Prado, dont on ne sait pas trop d'ailleurs si c'est un tableau coupé, fragmenté, c'est l'impression qu'on a évidemment en le comparant avec les autres, ou si ce n'est pas un tableau conçu à mi-corps, comme nous le voyons là. Et ça, c'est un tableau probablement assez relativement tard dans la carrière, avec un pinceau très, très riche, très, très nourri. C'est certainement un tableau beaucoup plus tardif que celui de Nantes. Donc très rapidement, les tableaux eux-mêmes. Voilà donc ce tableau de Remiremont, un petit peu... Le buste est trop long, il est mal assis. Enfin, on sent que ce n'est pas un tableau, certainement pas entièrement peint par Latour. Et c'est le merveilleux tableau du Prado, le vielleur au ruban rose. Dans d'autres cas, nous avons la chance de garder des doubles. Nous avons, par exemple, les deux Saint-Jérôme, celui du musée de Grenoble et celui du musée de Stockholm. Deux tableaux très analogues, deux chefs-d'œuvre étonnants, avec ce parti de ce sol qui remonte presque comme un mur, avec les pieds, le livre qui sont comme à la verticale, et avec, dans l'exemplaire que je vous montre ici, de Stockholm, cette idée tout à fait extraordinaire des quatre angles du tableau qui sont occupés par le livre, la corde ensanglantée, le chapeau, la croix, de façon presque héraldique. D'ailleurs, on pense que ce tableau est, à cause de cette mise en valeur, enfin très, très étonnante du chapeau de cardinal, est le tableau qui a appartenu à Richelieu. On sait que Richelieu, il meurt en 1642, il avait un Saint-Jérôme de Georges de Latour. Il est possible, à cause de cette mise en valeur du chapeau de cardinal, que ce soit le tableau de Grenoble. Dater les deux tableaux et dire lequel est le premier, on pense en général que c'est plutôt le tableau de Grenoble plus argenté, avec des couleurs plus froides, que le tableau de Stockholm, plus doux, une lumière plus blonde. Mais à vrai dire, on ne sait pas. Et nous avons donc deux Saint-Jérôme. Lorsqu'on pense, nous en parlerons tout à l'heure, mais au nombre de tableaux disparus de Latour, nous avons deux Saint-Jérôme. Peut-être en a-t-il peint 10, peut-être en a-t-il peint 15, très analogues, ou peut-être n'y a-t-il que ces deux-là. On ne sait pas. Il faut toujours garder en mémoire cette triste réalité d'un peintre dont une grande partie de l'œuvre a disparu. Les tricheurs, là aussi, comme pour les Saint-Jérôme, nous avons deux versions. Cette première version qui a longtemps été méconnue, qui est réapparue au moment de l'exposition de 1972, et le tricheur et la deuxième version, pardonnez-moi, le tableau du Louvre, tableau glorieux, qui avait été acheté par le Louvre, vous le savez, au moment de l'exposition de 1972. Les deux tableaux sont évidemment très proches l'un de l'autre. Il peut y avoir un laps de temps assez grand de l'un à l'autre. Vous voyez un tableau très dans des roses et des gris argentés, beaucoup plus unitaire, le tableau du Kimball de Fort Worth, puisqu'il a été acheté par un musée américain, très différent du tableau du Louvre, avec des contrastes plus forts, des rouges, des noirs. Le petit
trucage, si je peux dire, que j'ai fait réaliser, permet de bien comparer les deux tableaux. Vous savez ou vous ne savez pas que le tableau du Louvre est agrandi dans la partie supérieure d'une quinzaine de centimètres, ce qui fait que le plumet de la servante au turban jaune est faux. Il est repeint par un restaurateur. Et le tableau a un si beau cadre Louis XIV, admirable cadre, que ni Pierre Rosambert, ni moi, ni mes collègues n'avons osé remettre le tableau à ses dimensions. Ici, donc, le tableau est montré, ce qui permet de le comparer beaucoup plus efficacement au tableau américain, privé de cet agrandissement dans la partie supérieure. Et c'est évidemment comme cela qu'il faut le voir. Voilà le tableau avec son agrandissement. Et il faut dire que cette espèce de plumet est complètement ridicule. On s'y est habitué, mais il n'y a vraiment aucune raison. Donc le cas... Alors peut-être a-t-il existé un tricheur à l'as de cœur, un tricheur à l'as de pique, et il y a peut-être d'autres tricheurs à retrouver avec d'autres variantes. Vous voyez, ici, la tour joue un petit peu sur l'écartement des figures pour faire évidemment deux tableaux assez différents. Celui du Louvre étant bien sûr, de loin, le plus beau. C'est toujours le cas des tableaux du Louvre. Alors, les séries, donc on en parle beaucoup pour ce qui est des madeleines. C'est un des thèmes, évidemment, traités le plus par Georges de la Tour. D'après les documents, d'après les copies, d'après les gravures que nous avons, il doit nous en manquer beaucoup. Ici, les originaux en tout cas, donc la Madeleine de Los Angeles à gauche, ensuite la Madeleine Reichsmann, donc du Metropolitan Museum de New York, la Madeleine Fabius, Washington, ensuite, qui a tristement quitté la France, qui est peut-être la plus purement émouvante, si je peux dire, et enfin la Madeleine Terf, c'est-à-dire celle du Louvre. Il est certain que la Tour a peint des dizaines de madeleines avec beaucoup de variantes. Donc ici, la madeleine qu'on appelle à la flamme filante, qui est à Los Angeles, la merveilleuse madeleine Reichsmann, qui traite, vous remarquez, un thème différent des autres. Ce n'est pas ici la Madeleine au désert, c'est-à-dire la Madeleine pénitente, c'est la Madeleine, la pécheresse, qui renonce au monde, qui a gardé sa belle robe et qui renonce à ses bijoux. Le beau cadre doré fait aussi, bien sûr, allusion à la vie mondaine de Madeleine. L'étonnante Madeleine Fabius, avec le souffle de la flamme, avec le souffle de la Madeleine plutôt qui fait pencher la flamme. Et la Madeleine Terf du Louvre, qui est un tableau dans un état de conservation moyen. Mais enfin, c'est un tableau spécialement intéressant, parce que là, nous avons le cas de deux Madeleines, certainement très éloignées en date, peut-être 8 ou 10 ans d'écart, et elles sont pourtant réalisées à partir d'un même, on n'ose pas dire d'un même calque ou d'un même poncif, mais certains éléments reviennent exactement semblables, la nature morte étant différente, ce qui montre que la Tour garde dans son atelier des éléments, des poncifs qui lui resservent, qui peuvent lui resservir pour un autre tableau, y compris, je me répète, sur des distances assez longues. Enfin, je vous remontre ce reniement de Saint-Pierre du musée de Nantes pour vous dire il n'est pas du tout impossible, c'était l'idée de Jacques Tuillier, que dans un cas comme celui-là, il y a eu plusieurs reniements de Saint-Pierre et que la Tour ait déjà peint ce thème, enfin, et traité cette composition beaucoup plus tôt dans sa carrière, ce qui expliquerait l'aspect un petit peu archaïque, sinon démodé, d'une telle composition. En 1650, plus personne en Europe ne peignait de cette façon. Donc il y a peut-être eu d'autres versions de
de ce reniement de Saint-Pierre, une des raisons étant aussi que le tableau est signé alors que les autres tableaux peints pour La Ferté ne le sont pas. Nous en arrivons toujours à propos de ces séries, mais là il s'agit plutôt de doublons, à l'œuvre, à deux œuvres même, qui sont en fait la partie centrale et presque le cœur de la création de Georges de La Tour. On sait que depuis, je voudrais vous lire le petit texte, on sait depuis le moment de la reconstruction, les tout débuts de la reconstruction de La Tour, que La Tour a peint deux Saint-Sébastien. Donc un texte, c'était le texte du milieu du XVIIIe siècle, un texte de Don Calmet, un bénédictin qui avait fait des vies de célébrités lorraines. Donc 1751, ce moine bénédictin, heureusement qu'il était là, ce bon moine, nous dit La Tour. Il se trompe un peu dans le prénom, mais ça c'est pas grave. Il présenta au roi Louis XIII un tableau de sa façon qui représentait un Saint-Sébastien dans une nuit. Cette pièce était d'un goût si parfait que le roi fit ôter de sa chambre tous les autres tableaux pour n'y laisser que celui-là. La Tour en avait déjà présenté un pareil au duc Charles IV. L'original, ou plutôt les deux originaux, puisque manifestement il y a eu deux Saint-Sébastien pareils, mais que veut dire pareil, évidemment, les originaux ont disparu. Peut-être va-t-on les retrouver dans un grenier demain, enfin il faut toujours le souhaiter. Et pendant longtemps, on n'a connu que des deux tableaux, à mon avis. C'est-à-dire, ici, vous avez à gauche sur l'écran une copie donc, du Saint-Sébastien en largeur. Là, c'est la version de Rouen. Il y en a une très belle à Orléans. Et on a 10, 11 copies de qualité très différentes de ce tableau perdu. Et on a toujours pensé que ce tableau était la copie du tableau de Louis XIII, du tableau du roi. Le tableau du roi, donc c'est célèbre, c'est normal qu'il y ait beaucoup de copies. Et puis, il n'y a pas si longtemps, réapparaissent deux copies, pas une, deux copies, d'un tableau apparemment de la même composition, et qui semble être simplement une variante qu'un copiste pourrait varier de l'autre. Et en fait, il semble, et on peut discuter, qu'il s'agit donc de l'autre Saint-Sébastien. Les variantes sont très considérables dans la lanterne, dans les vêtements, c'est vu d'un petit peu plus loin. Enfin, il y a, si on analyse de près, si on joue au jeu des 7 erreurs, d'énormes variantes. Assez, je répète, pour dire que le tableau copie, d'une qualité faible bien sûr, copie un autre tableau. Il me semble plus logique de penser que, pour des raisons de style, en pensant que le tableau de droite est beaucoup plus précieux, beaucoup plus compliqué d'exécution, je pense plus normal de dire que le second est postérieur, autrement dit que le Saint-Sébastien déjà connu par toutes les copies est le tableau du duc de Lorraine. Ce ne serait pas tellement étonnant qu'il ait été beaucoup copié, et que le tableau connu par donc deux copies est le tableau qui appartenait à Louis XIII. Vous voyez, donc là, c'est une petite avancée, et je répète, tout à fait au moment de la... c'est un tableau presque mythique. Cette idée de série, donc voilà, pardon, j'aurais dû vous les montrer avant, voilà donc le tableau, la version de Rouen, une assez bonne photo.
Et voilà, avec quand même beaucoup de différences. La copie est dans une collection privée, c'est-à-dire plus petite que nature d'ailleurs. Voilà ce nouveau tableau. On pourra peut-être argumenter de façon inverse, de dire que celui-ci est la copie du tableau du duc Charles IV et que l'autre serait bien la copie du tableau de Louis XIII. Toute cette question des variantes, des séries, elle est fondamentale dans la création même de Georges de La Tour. Ici, simplement une image, mais je pourrais vous en montrer davantage, de ces Saint-Jérôme de face, vous voyez, très frontaux, admirable tableau, découverte assez récente, qui est exposé au musée du Prado. Et il existe d'autres Saint-Jérôme, tableau à Hampton Court. Il existe une très belle copie d'un tableau plus tardif, le Saint-Jérôme Jameau, qui est au Louvre. Donc là encore, ces Saint-Jérôme, ou ces saints, vous voyez, très, très, très symétriques, presque géométriques. La Tour a dû en peindre beaucoup. Et ces tableaux, ce procédé de représentation, on le trouve déjà dans les apôtres d'Albi, où nous avons un saint Paul, enfin une copie malheureusement, tenant une lettre qui est déjà, et de façon très précoce dans la carrière, composée exactement de la même façon. Les sujets maintenant, je vous ai promis de vous dire un mot des sujets de Georges de La Tour. Il faut s'interroger sur le regard qui pouvait être porté par ses contemporains. Et il faut bien dire que l'on ne sait pas. On ne sait pas. Beaucoup de ces toiles, à commencer par l'illustre nouveau-né du musée de Rennes, ne sont pas en toute certitude des sujets religieux. La première mention du tableau de Rennes est la suivante: une femme tenant un enfant emmailloté dans ses bras et une autre femme qui tient une chandelle allumée. Bon, il n'y a pas d'auréole. La Tour, d'ailleurs, à part, je crois, un des deux Saint-Jérôme ne peint pas d'auréole. Comment savoir? Bien sûr, on y voit l'enfant Jésus, mais il y a toujours un petit doute. Un autre tableau, par exemple, est décrit dans un inventaire du XVIIe siècle, comme une nourrice avec un enfant. C'est vraisemblablement une Sainte-Anne, mais on ne sait pas. Et donc, cette incertitude du XVIIe siècle reste d'une certaine façon celle d'aujourd'hui. Elle a beaucoup contribué à la gloire de La Tour, à la gloire de tableaux comme ceci, qui est à la fois où il y a toute l'humanité et tout l'aspect religieux, si je peux me permettre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas démêler, pardon de mes formules un petit peu approximatives, mais cette charge d'émotion, et ça compte pour tout le monde, croyant ou non croyant, c'est quelque chose de tout à fait capital dans l'œuvre de La Tour. Et sa gloire vient de là, et c'est très bien. Par ailleurs, certains sujets, alors tout à fait différents. Il y a des sujets à thème, ce qu'on appelait des gueuseries, c'est-à-dire des tableaux, des scènes paysannes. Vous voyez ici un tableau du musée Getty à Malibu, en Californie, tableau qu'on appelle la Rix de musiciens. Vous voyez ces tableaux d'ailleurs dans un format très, très en longueur, très étroit. Ce que sont aussi les tricheurs. La Tour n'a pas les proportions de rectangles de Caravage et des vrais caravagesques. Il aime bien les formats très, très étirés, très allongés. Donc ce tableau, qu'est-ce qu'il représente? On ne sait pas bien. Ce qui est certain, c'est qu'il représente quelque chose. Donc des musiciens des rues qui sont en train de s'empoigner, avec sur la droite, et c'est très rare chez La Tour, une figure qui regarde le spectateur, un des assistants qui nous regarde et qui essaye de nous dire qu'est-ce que c'est drôle ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs un sujet très, très discuté. C'est amusant d'en dire un mot, bien que ce ne soit pas certain. C'est une idée de Jennifer Montaigu, grande amie et merveilleuse historienne d'art anglaise. Il y a très longtemps, quand je lui ai envoyé cette photo,
qu'est-ce que ça représente? Elle me dit, écoutez, regardez si le personnage qui est au centre et qui semble tenir et serrer quelque chose, on pensait que c'était une pierre avec laquelle il voulait frapper l'homme de gauche. Regardez s'il n'y aurait pas un citron. Donc l'idée, c'était qu'il presse un citron pour en extraire le jus qui décèlerait, qui prouverait que l'autre est un faux aveugle, puisqu'un œil, semble-t-il, un œil aveugle ou un œil mort ne réagit pas à un jet de citron, alors qu'un œil vivant réagit. Et quand on regarde bien, on peut voir un citron. Vous voyez, donc quelquefois, il faut regarder les tableaux de près. Mais Jennifer Montaigu était quelqu'un de très, très, très cultivé. Mais un sujet qui reste mystérieux, avec le merveilleux commentaire, bien sûr, à droite de l'homme qui nous regarde en riant, et à gauche, un des plus beaux visages de l'œuvre de Latour, la femme âgée, évidemment la compagne du malheureux qui est en train de se désoler. Donc le rire d'un côté, les pleurs de l'autre. La série des Vieleur, là encore, on ne sait pas. Dieu sait que le tableau de Berg nous semble une œuvre d'un tragique, d'une force tout à fait poignante, très, très émouvante. Et on ne peut pas imaginer que ce soit un tableau fait pour faire rire, mais on ne sait pas. C'est ce qu'on appelait des gueuseries. Vous voyez, on retrouve ce sol très, très vertical avec le petit chien qui est tapi sur le sol. Comment les contemporains réagissaient-ils? On ne sait pas. De la même façon, nous avons des variantes très, très importantes dans le type des figures. Ici, un Vieleur très joliment costumé, avec des galons, des rubans, un chapeau à plumes. Peut-être cela faisait-il rire. J'ai comparé ça a été fait. Sir Denis Mahon, grand historien de Poussin, trouvait qu'il y avait un rapport entre ce tableau du musée, la collection Corsini à Rome, avec Georges de Latour. C'est évidemment une analogie de thème avec les Vieleur. Mais dans un tableau comme celui-ci, alors là, délibérément bouffon, grotesque, satirique, il y a là quelque chose qui est fait pour faire rire et en même temps pour faire réfléchir, parce que c'était le moment où à Naples, il y avait des académies, j'oublie le nom, une académie qui prônait, si je peux dire, qui montrait beaucoup de sujets de philosophes misérables, riants, pour se moquer des biens et des richesses. Est-ce que pour Georges de Latour, nous avons quelque chose de comparable? Probablement non. Mais enfin, la comparaison reste intéressante. De la même façon, formidable tableau du musée de Berlin, tableau tout à fait tragique, qui évoque bien sûr la dureté des guerres en Lorraine, tout à fait terrible. On a peine à croire devant ces deux personnages tellement... qui font froid dans le dos, si je peux employer cette expression. Vous voyez, de terribles images de la misère. On a peine à croire que l'acheteur de ce tableau ou le commanditaire ait voulu rire. Mais on ne sait pas. On ne peut pas se mettre dans les... On ne sait pas comment, en 1630, 1640, on regardait de tels tableaux. De la même façon, là, c'est un thème évidemment un petit peu plus, non pas anecdotique, mais qui est tout à fait connu et qui est courant, celui de la diseuse de Bonaventure, c'est-à-dire du jeune homme qui se fait dévaliser par des bohémiennes, avec le jeu tout à fait extraordinaire des mains qui vont de gauche à droite du tableau, la médaille d'or dérobée au milieu en bas, et là toute une thématique qui amusait évidemment directement les gens et qui est en rapport avec... Alors,
pas uniquement avec, avec Caravage et les tableaux caravagesques, dont c'est bien sûr directement issu, mais aussi avec une thématique française, parisienne, même de scènes de théâtre. Ici, nous sommes au milieu du XVIe, ou plutôt vers la fin du XVIe, vers 1580, où là, on a vraiment une scène théâtrale, où le jeu des mains qui parcourt le tableau, là encore, compte essentiellement. Et il y a un rapport de l'un à l'autre, même si Georges de la Tour est évidemment d'une incomparable supériorité. Dans des visages comme ceux-ci, on ne sait pas s'il faut parler de naturalisme ou une certaine fantaisie. Enfin, il y a évidemment une description à la pointe du pinceau, un graphisme tout à fait merveilleux, très, très lorrain. Est-ce que cette femme âgée faisait rire? Probablement oui. On pense à certaines représentations parisiennes cette fois. On a dit que la Diseuse de Bonaventure était un tableau peint pour Paris, puisqu'elle est signée Georges de la Tour, Lunévillé, donc ça peut être un tableau peint pour un autre commanditaire qu'un commanditaire lorrain. Et ici, c'est irrésistible, c'est très étrange, et une gravure de ce merveilleux Pierre Brébiette, qui est un dessinateur et graveur, aussi un peintre, mais le peintre est très mal connu, du milieu du XVIIe à Paris. Et nous avons ici cette dame très, très, très louche, enfin très inquiétante, avec ses fleurs, son éventail, qui met un tout petit peu mal à l'aise, mais nous sommes en même temps dans un climat de dérision, de rire. Et une fois de plus, on ne sait pas comment les contemporains regardaient de telles images. Mais le rapport avec la vieille bohémienne de la Tour est tout de même intéressant. Il reste beaucoup, beaucoup de choses à retrouver de Georges de la Tour. Nous avons maintenant à peu près 80 tableaux. 80 tableaux, c'est-à-dire 40 originaux et 40 bonnes copies pour reconstituer Georges de la Tour. Il est certain que ce n'est pas beaucoup, pas beaucoup. Jacques Thuillier, dans le catalogue de 1972, disait que la Tour avait pu peindre entre 300 et 500 tableaux. Vous voyez à quel point il nous en manque. On peut tout de même dire... Alors, parmi les tableaux qui manquent, oui, c'est pour ça que je vous montre ces larmes de Saint-Pierre, ce Saint-Pierre repentant. C'est un tableau, lui, que l'on devrait pouvoir retrouver. Le tableau appartenait à la collection de l'archiduc Léopold Guillaume d'Autriche. Il est gravé en 1731, vous voyez l'image. Il a déjà perdu son attribution, il est considéré comme de Guido-Reni, mais on sait par des documents du XVIIe que c'était un tableau de Georges de la Tour. Et le tableau, prions, mais il est peut-être dans une des réserves du Kunsthistorisches Museum, caché quelque part. Il y a quelque chance qu'on retrouve un tableau comme celui-là, en tout cas, parce que la gravure donne cette impression un peu désagréable, un petit peu molle, un petit peu sentimentale. La gravure est peut-être infidèle. Enfin, en tout cas, nous avons un élément pour la retrouver. Donc, pour reparler du nombre d'œuvres perdues, excusez-moi, il est très possible que Thuillier était un peu pessimiste parce que, en vertu de ce rôle des répétitions, des doubles et des séries dans l'œuvre de la Tour, il est très possible que nous connaissions tout de même, moi je dirais à peu près un quart de sa production. Et ce qui, y compris par des copies bien sûr, ce que nous avons perdu presque complètement, et ça c'est évidemment tout à fait terrible, c'est la Tour jeune, les débuts de la Tour, jusqu'à, vous savez qu'il y a la ville de Lunéville est brûlée, détruite, incendiée, et toutes les églises, tous les couvents, les chapelles, l'atelier de Georges de la Tour lui-même, tout a grillé, si vous me permettez l'expression. Et là, il y avait certainement des centaines d'œuvres de la Tour
que l'on ne retrouvera jamais. Et vous savez bien que lorsqu'on retrouve un tableau de Georges de la Tour, mais c'est presque jamais en Lorraine. La Lorraine, il y a eu la guerre de 30 ans, mais il y a eu aussi la guerre de 14-18, qui a aussi beaucoup détruit. La guerre de 14-18, on ne cherchait pas des Georges de la Tour. Fosse publiait son article, mais c'était trop tard ou trop tôt. Donc, il faut prier, enfin non, pas prier, il faut travailler, c'est-à-dire il faut retrouver des tableaux de Georges de la Tour et retrouver des documents. Pardon, je me suis un petit peu égaré et je suis un petit peu sorti de mon texte. Pourquoi Georges de la Tour est-il célèbre? Bon, l'idée de tout à l'heure, qui est banale, c'est cette sorte d'ambiguïté magnifique sur ces sujets religieux ou non. Il y a aussi, et ça compte énormément, tout un aspect qui fait que l'on voit en lui un artiste moderne, employons le terme, c'est-à-dire un artiste attaché aux valeurs plastiques, de construction, d'ombre et de lumière, de coloris, et par ce côté, je dirais, médiéval. Enfin, ici, la comparaison, elle est peut-être un petit peu audacieuse entre un tableau de Georges de la Tour, de la vieille femme du musée de San Francisco, qui fait pendant à un homme âgé. C'est un des rares tableaux de la Tour à petite échelle, plus petit que nature. Et nous la comparons ici à un Conrad Witz. Oui, là, nous sommes là au début du XVe siècle, la synagogue, un tableau du musée de Bâle. Et en faisant un petit effort, on retrouve une analogie, cette façon d'éclairer très fortement des volumes presque taillés à la serpe par une lumière qui vient sur le côté très forte et comme dans une sorte de boîte. Et il est certain que c'est à ce type d'analogie, enfin, nous ressentons Georges de la Tour comme un artiste coupé, on ne peut pas dire coupé de tout, mais d'un artiste extérieur au courant d'ensemble, en tout cas de la peinture française, et pour lequel il faut aller chercher des analogies comme celle que je vous présente ici. Quelques mots, un immense chef-d'œuvre, bien sûr, le tableau le Job d'Épinal, Job et sa femme, et là aussi, ce côté, cette grandeur, je dis médiévale, faute de mieux, ces formes énormes et très simplifiées. Il n'y a vraiment que... Le tableau a été restauré récemment, il est ruiné malheureusement. Quelques mots pour terminer dans ce qu'il faut chercher. Sachant qu'on peut chercher et ne pas trouver, et les œuvres peuvent arriver un beau matin alors qu'on ne s'y attendait pas. Ce qui nous manque beaucoup, c'est un portrait de Georges de la Tour. Quelque chose le représentant lui-même peut-être, mais aussi un portrait. Georges de la Tour, avec son sens des physionomies, son goût des personnalités, enfin, a certainement fait des portraits. On n'en a aucun. Ici, l'image du tricheur du Louvre dans la pénombre, dans laquelle on avait voulu voir un autoportrait de Georges de la Tour, ce qui est bien sûr faux. Et ce qui nous manque toujours aussi, ce sont des dessins sûrs. Il est manifeste que quelqu'un d'aussi virtuose dans l'emploi, dans le graphisme, le traitement des cheveux, des barbes, des drapés à la pointe du pinceau. La Tour est un virtuose, c'est un Lorrain d'ailleurs, comme les Bellange. Donc il a certainement dessiné. On a tenté de lui donner certains dessins. Ici, ce dessin qui faisait partie de la collection Mathias Polakovic, qui est à l'école des Beaux-Arts, un Saint-Pierre repentant, magnifique dessin. On ne sait pas, on n'y croit pas trop. Et par ailleurs, un autre dessin, double face, celui-ci, dans une collection privée qu'on a aussi voulu rendre à Georges de la Tour, sans aucune certitude. Peut-être un jour trouvera-t-on un dessin en relation
avec un tableau, et ce serait évidemment un événement tout à fait formidable. Aujourd'hui se dessine quelque peu l'unité de style, disons mieux. Vous savez que l'on a divisé, je vous l'ai dit tout à l'heure, la production de Latour en deux groupes, les tableaux diurnes, jeunesse, les tableaux nocturnes, maturité et vieillesse, disons, bien qu'ils ne soient pas morts vieux. C'est une idée maintenant que l'on a un tout petit peu abandonnée. Donc aujourd'hui, on se rend mieux compte d'une certaine unité, disons d'une ambition picturale cohérente, d'un artiste qui exploite toute sa carrière, des effets d'éclairage diurnes ou nocturnes, en mettant au service de leur traduction des moyens picturaux propres. Donc on a une idée peut-être un peu meilleure de Georges de Latour, mais il est certain que le prochain tableau, enfin il est possible que le prochain tableau qui réapparaîtra mettra en cause tout ce que nous croyons solide. Avec Latour, il faut s'attendre à quelque chose comme ça. Je voudrais, en terminant, et en vous montrant, j'ose pas dire comme récompense, mais pour terminer, ce qui est peut-être le plus beau tableau de Georges de Latour, disons-le, l'Ange et Saint-Joseph du musée de Nantes. En terminant, donc, je voudrais simplement vous dire que on verra peut-être avec humour l'entrée, même par le biais d'une modeste conférence, de Georges de Latour à l'Institut. Il y a en effet quelques paradoxes à parler de Georges de Latour dans le cadre de l'Institut de France, puisque l'Académie des Beaux-Arts est la lointaine héritière de l'Académie royale de peinture, et on sait que celle-ci, l'Académie royale de peinture, est créée en 1648 autour de Lebrun, qui fondait ses préceptes sur l'étude de Raphaël et de Poussin. Latour avait alors renoncé à toute carrière parisienne et peignait en solidaire ses plus grands chefs-d'œuvre à Lunéville. Qu'il me soit permis, en terminant, de rendre hommage à Pierre Rosenberg, grand historien de Georges de Latour et généreux donateur de ses collections d'œuvres d'art au bénéfice du public. Il me reste à vous remercier de l'attention que vous m'avez prêtée et je vais essayer de répondre à vos questions qui seront, j'espère, nombreuses et méchantes. Alors ne soyez pas timide. Pierre Rosenberg a le droit lui aussi de poser une question. Vous dites qu'elles réapparaissent les œuvres de Latour. Comment? Est-ce que vous faites des enquêtes policières ou vous faites des appels au peuple? Comment ça marche? Non, c'est le dieu hasard. Il faut beaucoup chercher, ne pas trouver, et puis un beau jour, un tableau arrive dans une salle des ventes où tout peut arriver. C'est vraiment le hasard. Par ailleurs, ce n'est pas les archivistes, les chercheurs d'archives, les historiens, qui sont des gens sérieux, si je peux dire. Eux, ils travaillent donc sur des fonds d'archives et ils trouvent. Et là, il y a une méthode, un travail extraordinairement ingrat que des gens comme moi, modestes conservateurs de musées, sont complètement incapables de faire. Mais là, il y a une méthode. Et au bout du compte, il y a la mention d'un tableau ou la très belle lettre que je vous ai montrée au début, découverte par Paulette Chaunet. Ça, c'est à force de passer des semaines et des mois et une vie dans les archives. Donc, il faut rendre hommage aux archivistes. Je n'entends pas, madame. Oui, combien de Georges de Latour en France et au Louvre? Ah, alors au Louvre, ça devrait être facile. Au Louvre, il y en a donc 1, 2, 3, il y en a 6.
Au Louvre, il y a donc le magnifique, le Saint-Thomas à la pique, acquisition récente. Il y a le Tricheur, donc acheté au moment de l'exposition de l'Orangerie. Et il y a 4 tableaux nocturnes, donc l'extraordinaire tableau entré grâce à Jacques Dupont, c'est-à-dire grâce aux Amis du Louvre, le Saint-Sébastien en hauteur. Il y a l'Adoration des bergers, qui est un des premiers tableaux dans la redécouverte de Georges de la Tour, la Madeleine Terf, que je vous ai montré, et puis j'en oublie un. Non, je crois que je les ai tous dit. Et le Saint-Joseph Charpentier, bien sûr. Et sinon, c'est le musée de Nantes qui a 3 chefs-d'œuvre. C'est Épinal, c'est la série d'Albi. Il y en a pas 150. Hein. C'est pour ça que nous sommes toujours très tristes lorsqu'un tableau de la Tour quitte la France. La Madeleine Fabius, ça a été un déchirement, un désespoir. Eh bien si, il faut beaucoup d'argent, madame. Il faut ou des lois qui empêchent complètement, qui bloquent, ou payer ce que ça vaut. Aujourd'hui, on ne bloque plus et on cherche l'argent et on ne le trouve pas et les tableaux sortent. Bonjour monsieur. Dites-nous un peu plus de l'inspiration entre Caravage et de la Tour, s'il vous plaît. Si vous voulez bien, entre la Tour et Caravage. Oui. Quels sont les rapports, les inspirations Les inspirations. Si la Tour, et je le pense maintenant, est allé à Rome, il a vu les tableaux de Caravage qui sont à Rome. Donc ça c'est énorme. Caravage, vous le savez, il meurt en 1610. Hein, donc c'est une autre génération. Ça n'a rien à voir. Mais on a beaucoup discuté, on discute beaucoup de choses comme ça. Par exemple, le magnifique Saint Jean-Baptiste de Vic-sur-Seille. Est-ce que c'est un tableau profondément caravagesque? Ce que je pense, je trouve qu'il y a un sens j'allais dire du rien du tout, un sens une émotion pure et simple qui est pour moi, bien que ce soit beaucoup plus doux, beaucoup moins violent et énergique que Caravage, qui est tout de même analogue à Caravage, mais on peut en discuter. En tout cas, c'est une autre génération. Mais les liens, plus on étudie la Tour, plus on le trouve un petit peu indépendant et allant butiner dans ses inspirations un petit peu de tous les côtés. J'ai mal répondu à votre question. Hein. C'est une vraie question. Pierre Rosenberg en parlerait beaucoup mieux que moi. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que dans le cas du Tricheur, on peut supposer qu'il y a une inspiration tirée d'un ouvrage littéraire, d'une fable? Oui. Il y a. Je ne suis pas, malheureusement pas du tout iconographe. On n'a rien trouvé d'extrêmement précis. Il y a toujours l'idée que la bonne aventure et le tricheur, ce sont des thèmes du fils prodigue, en fait, des thèmes d'origine lointainement biblique, à travers justement les 2 tableaux de Caravage, Diseuse de bonne aventure du Louvre et Tricheur de Fort Worth. Des textes très précis qui raconteraient ça, non. Il y a certainement des rapports, là je l'ai suggéré, mais je ne le connais pas et je ne crois pas que ce soit possible d'aller très loin, des rapports avec le théâtre, les choses dans les rues ou les textes satiriques. Je ne sais pas on ne doit pas garder grand-chose. Il y a peut-être encore à travailler. Bonsoir, excusez-moi. Je voudrais revenir un instant sur le tableau de la Rixe des musiciens. Vous avez évoqué le nom d'une amie historienne. Je n'ai pas eu le temps de noter, excusez-moi. C'est Madame Montaigu, Jennifer Montaigu, M-O-N-T-A-G-U, grande spécialiste de sculpture, notamment de l'Algarde, enfin très grande historienne d'art. Merci beaucoup.
Mais pour elle, ça l'amusait. C'était des amis qui s'amusaient à regarder de la peinture. Elle travaillait sur des choses beaucoup plus... Enfin, c'est pas sérieuse, mais enfin, une grande spécialiste de la sculpture. Est-ce que vous savez si dans l'atelier, ils travaillaient avec des modèles, des personnes qui venaient, servaient de modèles? Oui, c'est une question à laquelle on peut répondre oui. Simplement à cause d'un document. Nous avons le contrat d'apprentissage, je crois que c'est celui de Didelot, mais je peux me tromper. On a deux contrats, excusez-moi, où il est dit... on raconte ce que le malheureux Didelot va devoir faire, c'est-à-dire s'occuper du cheval, de la tour, de penser, de faire ceci, de faire cela, enfin un travail de domestique en fait, hein, de préparer la palette, en fait, de faire tout, d'aider le peintre. Et il est dit, alors il faudrait que je trouve la formule, mais je ne l'ai pas là, il s'engage à poser aussi, à servir de modèle, je crois que c'est l'expression. Et d'ailleurs, on a pensé, c'est une assez jolie idée, mais qu'on ne peut pas prouver, mais en tout cas, pour les dates, ça pourrait aller que le merveilleux visage du serviteur de Saint-Alexis, vous voyez, c'est un tableau malheureusement perdu, on a 2 bonnes répliques, donc le serviteur qui s'approche de Saint-Alexis, qui est mort sous l'escalier, vous savez, c'est un des tableaux les plus poétiques et les plus beaux de Georges de la Tour. Donc le jeune serviteur de profil, qui est un enfant enfin, de 15-16 ans, ça correspondrait à l'âge et ça correspond à la date du document. Donc on pourrait imaginer que c'est cet apprenti qui a posé. Mais il est évident qu'il travaille d'après des modèles. On a voulu reconnaître sa femme, Diane Lenaire. On a voulu la reconnaître dans des visages ici ou là, mais on n'en sait rien. Mais bien sûr, le tableau comme celui qui est sur l'écran, évidemment, il y a une petite fille à poser, évidemment. Ah.